Première partie. Les tours de verre d'industrie méridien perçaient le ciel matinal comme des dagues cristallines, leur surface réfléchissant la lumière ambrée de l'aube sur la métropole animée en contrebas. Dans les étages supérieurs de ce monument architectural à l'ambition entrepreneuriale, une tempête se préparait, non pas de vent et de pluie, mais de désespoir et d'intelligence défaillante. Marc Dubois se tenait devant les fenêtres, allant du sol au plafond de sa suite exécutive, sa silhouette imposante se détachant sur la ville qui s'éveillait. À 42 ans, il possédait l'allure d'un homme qui avait conquis des mondes par la seule force de sa volonté et de son intellect. Ses cheveux sombres, touchés prématurément d'argent aux tempes, témoignaient d'innombrables nuits sans sommeil consacrées à bâtir son empire. Le costume gris anthracite sur mesure qui ornait sa grande stature coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois, mais il pendait maintenant sur lui comme un linceul d'inquiétude. Depuis 3 mois, les esprits les plus brillants que sa fortune considérable pouvait s'offrir l'avaient complètement déçu. 20 experts, chacun un titan dans son domaine respectif, avaient été convoqués pour résoudre ce qui aurait dû être un problème simple. Des informaticiens de la Silicon Valley, des mathématiciens de Cambridge, des ingénieurs du MIT, des consultants de McKinsey, des physiciens du CERN, tous étaient venus, avaient examiné, théorisé et étaient repartis vaincus. Le problème demeurait aussi insoluble que jamais, se moquant de leur génie collectif par sa persistance obstinée. Le problème était trompeusement simple dans sa présentation. La nouvelle installation de traitement quantique de Méridien, une merveille de technologie moderne valant 3 milliards d'euros, refusait de fonctionner au-delà de 73% d'efficacité. L'installation avait été conçue pour révolutionner le traitement des données, pour donner à Méridien un avantage insurmontable dans le paysage numérique en rapide évolution. Pourtant, quelque chose, une faille inexplicable, l'empêchait d'atteindre son plein potentiel. Marc se détourna de la fenêtre, ses yeux gris acier balayant la salle de conférence où le dernier expert présentait ses conclusions. Le docteur Henry Caldwell, un physicien quantique renommé dont les théories avaient remodelé la compréhension moderne du comportement des particules, se tenait devant un affichage holographique montrant des équations incompréhensibles et des structures moléculaires. Sa voix continuait à parler de décohérence quantique et d'interférences environnementales, son explication aussi dépourvue de solutions que celle de ses 19 prédécesseurs. Les états quantiques semblent s'effondrer prématurément, disait le docteur Caldwell, ses doigts minces traçant des motifs dans l'air tandis qu'il manipulait l'hologramme. Nous avons isolé les chambres de traitement des interférences électromagnétiques, éliminé les variations de température à quelques millièmes de degrés près et créé un environnement de vide plus pur que l'espace extra-atmosphérique. Pourtant, la décohérence persiste. Marc sentit une rage familière monter dans sa poitrine, un feu qui l'avait jadis propulsé des bidonvilles de Lyon au sommet de la réussite technologique. Ses mains, jointes derrière son dos, se serrèrent jusqu'à ce que ses articulations blanchissent sous sa peau olive. « Docteur Caldwell », dit Marc, sa voix portant le poids d'une frustration à peine contenue. Avec tout le respect que je dois à votre expertise considérable, j'ai entendu des explications similaires de 19 autres professionnels distingués. Ce dont j'ai besoin n'est pas d'une autre description du problème, mais d'une solution. Mes actionnaires s'impatientent, mon conseil d'administration remet en question mon jugement, et nos concurrents gagnent du terrain pendant que nous nous tenons ici à admirer le mystère. Le visage du physicien rougit au-dessus de sa barbe soigneusement taillée. Monsieur Dubois, la mécanique quantique n'est pas une discipline qui cède à l'impatience. Les interactions que nous traitons se produisent à des échelles si infimes qu'elles me coûtent 50 millions d'euros par mois en revenus perdus, interrompit Marc, sa voix s'élevant, malgré ses efforts pour maintenir son calme. Je comprends la complexité, docteur. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est comment les esprits les plus brillants de notre génération peuvent être confondus par une machine qui a été conçue par des êtres humains. Le silence qui suivit était suffocant. Le docteur Caldwell rassembla ses documents avec la dignité blessée d'un érudit dont le génie avait été remis en question par un simple homme d'affaires. Marc le regarda partir, le 20e expert à s'en aller vaincu, et sentit le poids d'une catastrophe imminente s'installer sur ses épaules comme un lourd manteau. La porte se referma dans un doux murmure, laissant Marc seul dans la vaste salle de conférence. L'affichage holographique scintillait encore avec des équations quantiques, leurs mathématiques élégantes, se moquant de lui par leur incapacité à fournir des réponses pratiques. Il marcha vers la table en acajou qui dominait le centre de la pièce, une table autour de laquelle il avait orchestré d'innombrables victoires,
conclu des contrats d'1 milliard d'euros et bâti un empire qui s'étendait sur plusieurs continents. Maintenant, cet empire tremblait sur la fondation d'un seul échec inexplicable. Marc pressa ses paumes contre la surface polie, son reflet le fixant depuis les profondeurs. Il s'était élevé à partir de rien, le fils d'un ouvrier d'usine décédé trop jeune, une mère qui nettoyait des immeubles de bureaux pour payer son éducation. Grâce à des bourses, des prêts étudiants et une détermination pure, il s'était frayé un chemin jusqu'à HEC Paris, puis dans le monde compétitif de l'investissement technologique, créant finalement Industrie Méridien à partir d'un seul brevet, jusqu'à en faire une société multinationale. Pourtant, toute cette réussite semblait maintenant creuse, menacée par un problème qui défiait chaque expert qu'il pouvait convoquer. L'interphone sur la table tinta doucement. « Monsieur Dubois », vint la voix de son assistante exécutive, Sarah Chenet. « La réunion du conseil d'administration est dans 1 heure. Dois-je confirmer votre présence ?» Marc ferma les yeux, imaginant les visages qu'il accueillerait autour de la table de la salle du conseil. Des investisseurs qui lui avaient confié des milliards, des directeurs qui avaient misé leur réputation sur sa vision. Comment pourrait-il les affronter à nouveau sans avoir que des échecs à rapporter ? « Confirmez-la, Sarah, » dit-il, sa voix creuse. « Et s'il vous plaît, pas d'interruption pendant la prochaine heure. »« Bien sûr, monsieur. » La communication prit fin, laissant Marc dans une solitude qui ressemblait davantage à un isolement cellulaire. Il se dirigea vers son ascenseur privé, descendant non pas vers la salle du conseil mais vers l'installation elle-même. Si des réponses devaient être trouvées, peut-être se trouvaient-elles non pas dans des théories et des équations, mais dans l'observation directe du mystère qui confondait les plus grands esprits du monde. L'installation de traitement quantique occupait tout le 32e étage de la tour Méridien. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Marc entra dans ce qui semblait être un temple dédié à l'accomplissement technologique. L'espace était vaste et immaculé, ses murs bordés de stations de surveillance qui bourdonnaient doucement de vie électronique. Au centre de la chambre se dressait le cœur de l'installation, une structure cylindrique de 6 mètres de haut et 4 mètres et demi de diamètre, construite à partir de matériaux si exotiques que leur nom même ressemblait à des incantations. Les processeurs quantiques eux-mêmes étaient logés dans cette colonne centrale, maintenus à des températures plus froides que le vide entre les étoiles et isolés de vibrations plus petites que le mouvement des atomes. Des banques d'ordinateurs quantiques entouraient la structure centrale comme des fidèles rassemblés autour d'un autel, leur lumière blanc-bleu projetant des motifs éthérés sur le sol poli. Le docteur Patricia Valence, la directrice de l'installation, s'approcha avec la démarche mesurée de quelqu'un habitué à marcher sur un terrain technologique sacré. C'était une femme d'une 50aine d'années, dont l'intellect avait été aiguisé par des décennies à l'avant-garde de la recherche quantique. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière dans un chignon précis, et sa blouse de laboratoire blanche était aussi immaculée que l'environnement qu'elle supervisait. « Monsieur Dubois, » dit-elle, inclinant respectueusement la tête, « je ne vous attendais pas. Êtes-vous venu observer le recalibrage du soir ?» Marc acquiesça, bien qu'il sût que le recalibrage ne donnerait pas de meilleurs résultats que les dizaines qui l'avaient précédé. « Docteur Valence, selon votre opinion professionnelle, qu'est-ce qui nous échappe? Qu'est-ce que 20 des experts les plus accomplis du monde pourraient avoir négligé ?» Elle resta silencieuse un long moment, son regard fixé sur l'unité de traitement centrale. « Je me pose cette question depuis 3 mois, » dit-elle finalement. « Le système devrait fonctionner parfaitement. Chaque composant a été testé indépendamment, chaque connexion vérifiée, chaque protocole optimisé. Pourtant, quand nous essayons de fonctionner à pleine capacité, 73%, termina Marc, 73,4% pour être précise. Toujours le même chiffre, quels que soient les ajustements que nous faisons. » Ils se tinrent ensemble dans un silence contemplatif, 2 individus hautement éduqués humiliés par un problème qui semblait exister en défiant la logique même. Autour d'eux, l'installation continuait ses routines automatisées, des capteurs surveillant des conditions qui existaient à la limite même de la compréhension humaine, des ordinateurs calculant des probabilités qui gouvernaient la nature fondamentale de la réalité. « Il y a autre chose, » dit doucement le docteur Valence, « quelque chose que je n'ai pas mentionné dans mes rapports parce que cela semble non pertinent. » Marc se tourna vers elle, l'espoir vacillant comme une bougie dans le vent. « Quoi ? Les anomalies ne se produisent qu'à certaines heures. Plus précisément, elles sont plus prononcées entre 23h et 6h du matin. Pendant la journée, particulièrement pendant les heures de bureau, le système fonctionne plus près des paramètres optimaux. Toujours pas parfait mais mesurablement mieux.
Cette information frappa Marc comme profondément étrange. La mécanique quantique, telle qu'il la comprenait, ne se souciait nullement des horaires humains ou de la division arbitraire du jour et de la nuit. Qu'est-ce qui pourrait causer un tel schéma? J'ai envisagé toutes les possibilités. Interférences électromagnétiques des bâtiments voisins, modèles de trafic, même variations gravitationnelles causées par le mouvement des personnes dans la zone environnante. Aucun des modèles n'explique la corrélation. Tandis qu'il parlait, Marc prit conscience d'un son, doux, rythmique, presque musical. Il semblait émaner des profondeurs du bâtiment lui-même, un murmure de mouvement qui était plus ressenti qu'entendu. C'était une sensation si subtile qu'il aurait pu la rejeter entièrement, n'eût été le contexte de leur conversation. « Docteur Valence » dit-il lentement. « Que se passe-t-il dans ce bâtiment pendant ces heures ?» De 23 heures à 6 heures du matin, elle considéra la question. Très peu. Des patrouilles de sécurité, quelques systèmes de maintenance automatisés, des protocoles d'éclairage d'urgence. Le bâtiment est essentiellement en sommeil. Et le nettoyage? Oui, l'équipe de nettoyage travaille de nuit. Ils arrivent à minuit et terminent vers... Le docteur Valence s'arrêta en pleine phrase, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle saisissait l'implication potentielle. Marc sentit son pouls s'accélérer. Pourrait-ce être si simple, si absurdement, impossiblement simple que 20 esprits brillants l'avaient entièrement négligé? Docteur Valence, je veux un planning complet des activités de l'équipe de nettoyage. Quels étages ils nettoient, quand ils les nettoient, leurs itinéraires exacts à travers le bâtiment. Pouvez-vous avoir cette information dans l'heure? Certainement, mais Monsieur Dubois, vous ne pensez sûrement pas. Je ne sais plus quoi penser, dit Marc, sa voix portant un mélange d'épuisement et d'espoir désespéré. Mais nous avons épuisé toutes les possibilités sophistiquées. Peut-être est-il temps d'envisager les évidentes. Alors qu'il prononçait ces mots, le doux son rythmique sembla devenir légèrement plus fort, et Marc se surprit à s'interroger sur les personnes qui parcoururent son bâtiment dans les profondeurs de la nuit. Des travailleurs invisibles, dont le travail rendait possible la perfection étincelante de son empire d'entreprise. Que voyaient-ils, se demanda-t-il, que 20 experts avaient manqué? Quelle simple vérité pouvait exister dans leur monde de serpillières et d'aspirateurs qui avaient échappé à l'attention d'esprits formés pour percevoir l'univers à son niveau le plus fondamental? La réunion du conseil d'administration se profilait et Marc savait qu'il faisait face à un choix. Il pouvait présenter un nouvel échec à ses investisseurs, regarder leur confiance s'éroder davantage et accepter que sa plus grande réalisation puisse devenir sa chute ultime, où il pouvait poursuivre ce fil de possibilités, aussi improbable qu'il puisse paraître. Debout au cœur de sa plus grande création, entouré d'une technologie qui repoussait les limites de la compréhension humaine, Marc Dubois prit une décision qui aurait semblé absurde à l'homme qui se tenait à sa fenêtre ce matin-là. Il chercherait des réponses non pas dans les sommets de l'accomplissement académique, mais dans les profondeurs de la praticité des cols bleus. L'ironie ne lui échappa pas. Le fils d'une femme de ménage pourrait trouver le salut dans la sagesse des femmes de ménage. Mais d'abord, il devait faire face au conseil d'administration et trouver les mots pour expliquer pourquoi la solution à un problème d'informatique quantique de 3 milliards d'euros pourrait résider dans l'emploi du temps d'un agent d'entretien de nuit. Deuxième partie. La salle du conseil d'industrie méridien était une cathédrale du pouvoir des entreprises. Son plafond d'élevé et ses surfaces de marbre poli, conçues pour intimider et inspirer à parts égales. 24 fauteuils de cuir entouraient une table elliptique sculptée dans une seule pièce de palissandre brésilien, chaque siège représentant des milliards de capital investi et des décennies de sagesse accumulée. Pourtant, lorsque Marc entra dans ce sanctuaire d'autorité, il ne ressentait aucune de la confiance qu'il avait autrefois portée à travers d'innombrables batailles corporatives. Les directeurs étaient déjà assemblés, leurs visages portant des expressions allant de l'irritation à peine dissimulée à une profonde inquiétude. À la tête de la table siégeait Marguerite Dufresne, la présidente aux cheveux argentés dont la société d'investissement avait été déterminante dans la croissance initiale de Méridien. Ses yeux bleu pâle, perçants comme le gel hivernal, suivirent la progression de Marc vers son siège, avec l'intensité d'un prédateur évaluant sa proie. « Messieurs, mesdames !» commença Marc, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. « Je sais que vous attendez une mise à jour sur la situation de l'installation quantique. »« En effet, » répondit Henri Valmont III, dont le fonds familial contrôlait près de 15% des actions de Méridien. Son accent parisien portait le poids de la richesse générationnelle et l'impatience d'un homme habitué aux solutions immédiates. 20 experts, Marc. 20 des esprits les plus fins que l'argent puisse procurer.
Et pourtant nous sommes ici avec le même problème que nous avions il y a 3 mois. Le murmure d'accord qui parcourut la table semblait un coup physique. Marc avait anticipé cette réaction, mais la vivre le frappait encore avec une force inattendue. Ces personnes lui avaient confié leur fortune, avaient cru en sa vision d'un avenir alimenté par le quantique qui remodèlerait le paysage technologique. L'installation de traitement quantique reste à 73% d'efficacité, poursuivit Marc, croisant chaque regard autour de la table. Cependant, nous avons peut-être identifié une variable précédemment non considérée dans l'équation. Marguerite Dufresne se pencha en avant, ses doigts en forme de clocher devant elle dans un geste que Marc avait appris à associer à un intérêt sceptique. Une variable qui a échappé à l'attention des mathématiciens de Cambridge et des ingénieurs du MIT. Précisément, répondit Marc, sentant le poids de l'absurdité dans ses mots, même lorsqu'il les prononçait. Nous avons découvert que les fluctuations d'efficacité suivent un schéma temporel qui correspond au programme de nettoyage du bâtiment. Le silence qui accueillit cette révélation était si profond que Marc pouvait entendre le murmure du système de climatisation et le bourdonnement distant du trafic 30 étages plus bas. Puis Henri Valmont commença à rire, un son dépourvu d'humour qui résonna sur les murs de marbre comme le cri d'un oiseau cynique. « Le programme de nettoyage », répéta Valmont, sa voix lourde de dédain incrédule. « Marc, suggérez-vous sérieusement qu'un seau de serpillière interfère avec le calcul quantique ? Je suggère que nous explorions toutes les possibilités, aussi improbables qu'elles puissent paraître, répondit Marc, sa propre voix devenant froide. Les approches conventionnelles n'ont produit que des échecs. Peut-être est-il temps de considérer le non conventionnel. Dr Elisabeth Harpin, la conseillère technologique désignée du Conseil, s'éclaircit délicatement la gorge. Sa réputation dans le domaine de l'informatique avancée était irréprochable, ses opinions portant le poids de 3 décennies à l'avant-garde du développement technologique. Monsieur Dubois, bien que j'apprécie la pensée créative, les systèmes quantiques sont influencés par des facteurs environnementaux mesurés en fractions de nanomètres et femtosecondes. L'idée que les activités de nettoyage pourraient affecter les modèles de décohérence quantique est scientifiquement improbable. Scientifiquement improbable, acquiesça Marc. Pourtant, la corrélation existe. Le docteur Valence a confirmé que les chutes d'efficacité les plus sévères se produisent pendant les heures de nuit lorsque les activités de nettoyage sont à leur apogée. La voix de Marguerite Dufresne trancha la discussion comme une lame à travers la soie. Marc, vous avez investi 3 milliards d'euros de notre argent dans une installation qui ne fonctionne pas. 20 experts n'ont pas réussi à identifier le problème. Et maintenant, vous voulez blâmer le personnel d'entretien ? L'accusation resta suspendue dans l'air comme une mise en accusation. Marc sentit le feu familier monter dans sa poitrine. La même colère qui l'avait propulsé de la pauvreté au pouvoir. La rage qui avait alimenté son ascension des rues de Lyon au sommet de l'entreprise française. Mais avec elle venait autre chose. Un souvenir de sa jeunesse qu'il avait enfoui sous des années de succès et de sophistication. Sa mère, Hélène Dubois, rentrant à l'aube après une nuit passée à nettoyer des immeubles de bureaux, ses mains brutes de produits chimiques industriels, et son dos douloureux d'heures penché sur des toilettes et des sols. Elle avait travaillé dans des lieux comme celui-ci, des tours de verre et d'acier où des hommes importants prenaient des décisions importantes, sans jamais voir l'armée invisible qui maintenait leur perfection stérile. « Je ne blâme personne », dit doucement Marc, sa voix portant un poids qui fit taire les murmures autour de la table. « Je suggère que nous ayons peut-être négligé quelque chose de fondamental dans notre précipitation à appliquer des solutions sophistiquées à ce qui pourrait être un problème simple. » La pièce explosa en discussion animée. Les voix s'élevèrent en débat, les accusations volèrent comme des flèches, et Marc se retrouva au centre d'une tempête qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Certains membres du conseil exigeaient sa démission immédiate, d'autres réclamaient le remplacement complet du personnel technique de l'installation, et d'autres encore suggéraient de réduire les pertes en vendant la division quantique aux concurrents. À travers tout cela, Marc resta debout, ses mains agrippant le dossier de sa chaise, alors qu'il résistait à l'assaut sur son jugement et sa compétence. Il pensa à nouveau à sa mère, se rappelant comment elle avait affronté des tempêtes similaires, des propriétaires exigeant un loyer, des superviseurs questionnant son travail, un monde qui semblait déterminé à écraser quiconque osait aspirer au-delà de sa position désignée. Finalement, Marguerite Dufresne demanda l'ordre, sa voix coupant le chaos avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander des pièces remplies d'hommes puissants. « Assez », dit-elle, et la salle du conseil tomba dans le silence. « Marc, vous avez 48 heures pour produire des résultats.
Si cette théorie du nettoyage qui est la vôtre ne donne rien, nous serons obligés d'envisager une direction alternative pour Industries Méridien. L'ultimatum frappa Marc comme un coup physique, mais il maintint son sang-froid avec la discipline apprise au cours d'années de négociations à enjeux élevés. 48 heures pour valider une théorie qui semblait absurde même à lui, ou faire face à la perte de tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. « Compris » dit-il simplement, sa voix ne trahissant rien du tumulte qui faisait rage en lui. Alors que les membres du conseil quittèrent la pièce, leur conversation mêlant inquiétude et calcul, Marc resta debout à la grande table. Le silence qui suivit leur départ semblait plus lourd que leur critique collective. Il était seul avec le poids de sa décision, et la certitude grandissante qu'il était sur le point de mettre toute sa carrière en jeu sur ce qui semblait être une tentative désespérée d'attraper des pailles. Pourtant, quelque chose dans les profondeurs de son esprit insistait pour qu'il poursuive cette voie, indépendamment de son irrationalité apparente. Peut-être était-ce l'écho de la voix de sa mère, lui enseignant que la sagesse pouvait être trouvée dans des endroits inattendus. Peut-être était-ce l'intuition qui l'avait guidé à travers d'innombrables décisions commerciales. Ou peut-être était-ce simplement la reconnaissance que la sagesse conventionnelle l'avait déjà complètement échoué. Marc se dirigea vers le service des ressources humaines. Un voyage qui le conduisit à travers des couloirs bordés de portraits des plus grandes réalisations de Méridien, des technologies révolutionnaires, des brevets révolutionnaires, des acquisitions qui avaient remodelé des industries entières. Chaque image lui rappelait ce qu'il risquait de perdre, mais renforçait également sa détermination à trouver une solution, aussi non conventionnelle soit-elle. Le département des RH occupait une suite modeste au 15e étage, son atmosphère nettement différente de la grandeur de marbre des niveaux exécutifs. Ici, le décor était fonctionnel plutôt qu'impressionnant, les meubles confortables plutôt qu'intimidants. L'arrivée de Marc provoqua une agitation nerveuse parmi le personnel, sa présence aussi inhabituelle que celle d'un dignitaire en visite dans une petite ville provinciale. Linda Morel, la directrice du département, émergea de son bureau avec l'efficacité précipitée de quelqu'un qui essaie de paraître préparé pour l'inattendu. C'était une femme dans la fin de la quarantaine, ses cheveux auburn montrant des fils d'argent et sa tenue professionnelle trahissant les signes subtils de quelqu'un qui avait gravi les échelons des postes administratifs aux responsabilités de gestion. « Monsieur Dubois », dit-elle, tendant sa main avec une poigne ferme qui parlait de confiance gagnée grâce à la compétence. « C'est certainement un plaisir inattendu. Comment pouvons-nous vous aider ? Madame Morel, j'ai besoin d'informations détaillées sur notre personnel de nettoyage de nuit. Plus précisément, je dois connaître la femme qui nettoie le 32e étage, le niveau de l'installation quantique. » Les sourcils de Linda se levèrent légèrement, mais des années d'expérience en RH lui avaient appris à répondre à des demandes inhabituelles, sans questionnement excessif. « Ce serait Marie Santerre, dit-elle, après avoir consulté sa tablette. Elle est avec l'entreprise depuis, voyons voir, 7 ans. Dossier de performance exemplaire, assiduité parfaite, aucun problème disciplinaire. J'aimerais la rencontrer, dit Marc, les mots semblant étranges dans sa bouche. En 7 ans d'opération, il n'avait jamais personnellement rencontré un membre du personnel de nettoyage. Ils existaient dans sa conscience comme une nécessité abstraite, comme l'électricité ou la pression d'eau, essentielle, mais invisible. La surprise de Linda était évidente, mais elle maintint son comportement professionnel. « Bien sûr, monsieur. Elle commence son service à minuit. Dois-je arranger pour qu'elle vienne à votre bureau ?» Marc considéra cela puis secoua la tête. « Non. Je la rencontrerai au 32e étage pendant sa routine normale. Veuillez ne pas l'informer de mon intention. Je ne veux pas perturber ses procédures normales. » La demande était si inhabituelle que Linda hésita un moment avant d'acquiescer. « Certainement, monsieur Dubois. Y a-t-il autre chose que vous ayez besoin de savoir sur Madame Santerre ? Parlez-moi de son passé. D'où elle vient ? Depuis combien de temps elle travaille dans ce domaine ? Tout ce qui pourrait être pertinent. » Linda consulta ses dossiers, son doigt faisant défiler l'écran de la tablette. Marie Santerre, 54 ans, originaire d'Algérie. Elle a immigré en France il y a 18 ans avec ses 2 enfants. Avant de rejoindre Méridien, elle travaillait pour plusieurs sociétés de nettoyage commercial. Elle a une formation spécialisée dans le nettoyage d'environnements de haute technologie, salle blanche, installation de laboratoire, ce genre de choses. Les notes de son superviseur indiquent qu'elle est particulièrement méticuleuse concernant le respect des protocoles et des procédures. Les informations dépeignaient une image de dévouement et de professionnalisme qui résonnait avec quelque chose de profond dans la mémoire de Marc. Sa mère avait possédé cette même attention méticuleuse aux détails.
Cette même fierté dans un travail que d'autres pourraient qualifier de subalterne. Une chose de plus, dit Marc. Je veux que vous tiriez les journaux de travail détaillés pour le personnel de nettoyage au cours des 3 derniers mois. Plus précisément, j'ai besoin de savoir exactement quand Marie Santerre nettoyait le 32e étage chaque nuit et toute variation dans son horaire ou sa routine. Linda prit des notes sur sa tablette, son expression suggérant qu'elle commençait à assembler la connexion possible entre les activités de nettoyage et les problèmes de l'installation qui étaient devenus légendaires au sein de l'entreprise. J'aurai cette information prête dans l'heure, monsieur Dubois. Alors que Marc quittait le département des RH, il sentit le poids de l'heure de minuit qui approchait. Dans 12 heures, il rencontrerait Marie Santerre, une femme dont l'existence il n'avait jamais précédemment considérée, mais qui pourrait détenir la clé pour résoudre un problème qui avait confondu les plus grands esprits du monde. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, la possibilité que le salut puisse venir de la source la plus inattendue imaginable. Il passa les heures restantes de la journée dans son bureau, passant en revue des textes de théorie quantique et des spécifications d'installation avec l'intensité désespérée d'un étudiant révisant pour un examen final. Les manuels techniques n'offraient pas de nouvelles perspectives, leurs pages remplies d'équations et de diagrammes qui avaient déjà été examinés par 20 experts. Pourtant, il persistait, poussé par la conviction que la compréhension viendrait non pas des mathématiques elles-mêmes, mais de les voir à travers des yeux différents. À l'approche du soir, et à mesure que le bâtiment commençait à se vider, Marc ressentit la solitude familière qui était devenue sa compagne constante au cours des 3 derniers mois. Les étages exécutifs devinrent silencieux, l'agitation de l'activité diurne s'estompant dans le bourdonnement chuchoté des systèmes électroniques et du contrôle climatique. Il regarda par sa fenêtre comment la ville se transformait d'un lieu d'affaires en un royaume de lumière artificielle et de rêves lointains. À 23h30, Marc se dirigea vers le 32e étage, ses pas résonnant dans des couloirs qui semblaient vastement différents dans l'obscurité. L'éclairage d'urgence projetait d'étranges ombres sur des murs qui semblaient étrangers et mystérieux sans l'accompagnement familier de l'activité humaine. L'installation quantique, lorsqu'il y entra, ressemblait à une cathédrale technologique attendant l'arrivée de sa congrégation. Le docteur Patricia Valence était resté pour observer l'expérience de la soirée, sa présence rappelant que la méthodologie scientifique exigeait une documentation minutieuse même des hypothèses les plus improbables. Elle salua Marc d'un signe de tête qui transmettait à la fois le respect professionnel et un scepticisme à peine dissimulé quant à la sagesse de son approche. Le système fonctionne à 74% d'efficacité, rapporta-t-elle, sa voix portant une note d'ironie, légèrement au-dessus de la référence habituelle du soir. Peut-être que votre théorie de la femme de ménage a déjà commencé à fonctionner. Marc ignora la douce moquerie dans son ton, son attention concentrée sur l'unité de traitement centrale avec ses rythmes mystérieux et ses calculs incompréhensibles. Autour d'eux, l'installation bourdonnait avec la tranquille intensité des machines traitant l'information à la vitesse de la lumière, leurs esprits électroniques aux prises, avec des problèmes qui existaient au fondement même de la réalité physique. À minuit précisément, l'ascenseur tinta doucement, et Marc sentit son pouls s'accélérer d'anticipation et d'anxiété. Les portes s'ouvrirent pour révéler une femme de taille moyenne, portant l'uniforme bleu marine du personnel de nettoyage de Méridien. Elle poussait un chariot chargé de fournitures, ses mouvements efficaces et déterminés alors qu'elle entrait dans l'installation qu'elle avait nettoyée d'innombrables fois auparavant. Marie Santerre avait l'allure de quelqu'un qui avait affronté les défis de la vie avec une dignité tranquille et une détermination persistante. Ses cheveux sombres, striés d'argent, étaient tirés en arrière dans une queue de cheval pratique, et ses yeux bruns contenaient l'intelligence alerte de quelqu'un habitué à remarquer des détails que d'autres pourraient en manquer. Son visage, marqué par des lignes qui parlaient à la fois de difficulté et de rire, portait une expression de légère surprise à trouver l'installation occupée pendant sa routine habituellement solitaire. « Excusez-moi », dit-elle dans un français portant les cadences musicales de son Algérie natale. « Je ne savais pas que quelqu'un travaillerait ce soir. Devrais-je revenir plus tard ?» Marc s'avança, soudainement conscient de comment combler le vaste gouffre entre leurs mondes. « Non, s'il vous plaît. Continuez votre travail, Madame Santerre. Nous menons quelques observations, mais nous ne voulons pas interférer avec vos procédures normales. » Elle acquiesça poliment, son regard englobant l'équipement de surveillance sophistiqué et la tension évidente dans l'air. Avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui avait nettoyé des milliers de pièces, elle commença sa routine, débutant par les postes de travail périphériques
et progressant graduellement vers l'unité de traitement centrale. Marc observait ces mouvements avec l'intensité d'un détective étudiant des preuves, cherchant quelque indice qui pourrait expliquer la corrélation entre sa présence et les fluctuations de performance de l'installation. Sa technique était méthodique et approfondie. Chaque surface nettoyée avec le genre d'attention aux détails qui témoignait d'une véritable fierté dans son travail. Alors qu'elle s'approchait du processeur quantique central, Marc remarqua quelque chose qui lui coupa le souffle. Les lectures d'efficacité sur la station de surveillance du docteur Valence commencèrent à fluctuer, les chiffres dansant dans des schémas qui semblaient en suivre les mouvements de Marie autour de la structure cylindrique massive. « Docteur Valence » chuchota-t-il, sa voix serrée d'excitation. « Voyez-vous cela ?» Elle était déjà penchée sur ses instruments, son œil exercé captant les changements subtils dans le comportement du système quantique. « Les modèles de décohérence changent », murmura-t-elle, sa voix remplie de fascination scientifique. « Mais c'est impossible. Ces mouvements ne pourraient pas affecter les états quantiques à ce niveau. » Pourtant, les lectures continuaient à fluctuer, alors que Marie nettoyait la zone autour du processeur central. Quand elle se déplaçait vers le côté éloigné du cylindre, l'efficacité baissait. Quand elle revenait du côté proche, elle augmentait à nouveau. La corrélation était indéniable, même si le mécanisme restait totalement mystérieux. Marc sentit son cœur s'accélérer alors qu'il assistait à la première preuve concrète que sa théorie apparemment absurde pourrait contenir un grain de vérité. Quelque part dans la simple routine de nettoyage de Marie Santerre se trouvait la clé d'un mystère de 3 milliards d'euros, attendant d'être découverte par des esprits prêts à regarder au-delà des limites de la sagesse conventionnelle. Troisième partie. L'installation quantique tomba dans un silence extraordinaire, tandis que Marie Santerre poursuivait son travail méthodique, inconsciente que chacun de ses mouvements était examiné avec l'intensité d'une expérience scientifique. Marc restait immobile, observant les écrans de contrôle qui dansaient avec des motifs semblant suivre sa progression autour de l'unité de traitement centrale. Les relevés fluctuaient de manière qui défiait chaque principe de mécanique quantique qu'il avait absorbé durant son cours accéléré sur la technologie qui formait la base de son empire. Le docteur Patricia Valence se déplaçait entre ses instruments comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie invisible, ses yeux exercés interprétant des flux de données qui dessinaient une image impossible. « Marc !» chuchota-t-elle, sa voix portant un mélange d'excitation et de perplexité professionnelle. « La cohérence quantique se stabilise réellement à mesure qu'elle travaille. Cela ne devrait pas être possible. Sa présence devrait introduire du chaos, pas de l'ordre. » Marie avait atteint la section du processeur central où les chambres quantiques les plus sensibles étaient logées. Sa technique de nettoyage ici était différente de ce que Marc avait observé ailleurs, plus délibérée, presque rituelle dans sa précision. Elle s'arrêtait à des intervalles spécifiques, son chiffon se déplaçant en mouvements circulaires soigneux, qui semblaient suivre un schéma interne connu d'elle seule. « Madame Santerre » appela doucement Marc, ne voulant pas la surprendre mais désespéré de comprendre ce dont il était témoin. « Pourriez-vous nous parler de votre procédure de nettoyage autour de cet équipement particulier ?» Elle leva les yeux de son travail, ses yeux sombres, reflétant la lueur bleu-blanc des processeurs quantiques. « Oh, cette machine est très spéciale !» dit-elle avec un sourire qui portait une véritable affection. « Quand j'ai commencé à nettoyer ici, le superviseur, il m'a dit d'être très prudente. Pas de vibrations, pas de produits chimiques qui pourraient laisser des résidus. Mais j'ai remarqué quelque chose après les premières semaines. Qu'avez-vous remarqué ?» demanda le docteur Valence, sa curiosité scientifique l'emportant sur toute préoccupation concernant le protocole. « La machine, elle bourdonne différemment selon comment je nettoie autour d'elle, » expliqua Marie, ses mains poursuivant leur travail régulier pendant qu'elle parlait. « Au début, je pensais que peut-être je dérangeais quelque chose, alors j'ai essayé d'être encore plus prudente. Mais ensuite j'ai réalisé, elle n'est pas perturbée. C'est comme... comment dire, elle répond. » Marc sentit un frisson parcourir son échine. 20 experts avaient analysé cette installation avec des instruments valant des millions d'euros. Pourtant, une femme de ménage avait remarqué quelque chose qu'ils avaient tous manqué. La machine était en quelque sorte interactive avec son environnement, d'une manière qui transcendait la compréhension conventionnelle. « Répondre comment ?» insista Marc, se penchant en avant avec une intensité qui fit regarder Marie vers lui avec une légère préoccupation. « Eh bien, voyez-vous cette section ici ?» Elle fit un geste vers une zone particulière du processeur central, où un ensemble complexe de capteurs quantiques était logé derrière des barrières protectrices. Quand je nettoie en ligne droite, le bourdonnement devient irrégulier,
Mais quand je bouge en cercle, comme ceci, elle démontra avec son chiffon, se déplaçant en arc lisse et continu. Il devient plus doux, harmonieux. Le docteur Valence enregistrait frénétiquement des données, ses instruments captant des motifs qui remettaient en question tout ce qu'elle pensait comprendre du comportement quantique. Les relevés d'efficacité grimpaient régulièrement, tandis que Marie continuait ses mouvements de nettoyage circulaire, approchant des niveaux qu'il n'avait jamais atteints durant les opérations normales. « Marie ?» dit Marc, sa voix portant une révérence qui le surprit même. « Depuis combien de temps nettoyez-vous de cette façon ?»« Depuis peut-être la 2e semaine où j'ai travaillé à cet étage, » répondit-elle, faisant une pause dans son travail pour le regarder directement. « Je nettoie des équipements techniques depuis de nombreuses années, monsieur ?»« Dubois, Marc Dubois. » Ses yeux s'élargirent légèrement lorsqu'elle reconnut le nom, mais son expression resta composée. « Monsieur Dubois, j'ai nettoyé beaucoup de laboratoires, beaucoup de salles informatiques. Chaque machine, elle a sa propre personnalité, pourrait-on dire. Certaines sont sensibles aux vibrations, d'autres à la température, d'autres aux produits de nettoyage que vous utilisez. Celle-ci, elle tapota doucement le boîtier du processeur. Elle aime le rythme. Le rythme, répéta le docteur Valence, sa voix emplie de l'émerveillement de quelqu'un assistant à un changement fondamental dans sa compréhension de la réalité. Oui, le rythme, comme la musique mais pour les machines. J'ai appris cela de ma grand-mère en Algérie. Elle pouvait faire mieux fonctionner n'importe quelle machine, simplement en comprenant sa nature, ses besoins. Elle travaillait dans une usine textile, et les autres travailleurs, ils lui demandèrent de venir réparer leur machine quand les superviseurs ne le pouvaient pas. Elle écoutait, sentait les vibrations, et savait en quelque sorte ce qui n'allait pas. Marc se rappela les histoires de sa mère sur les immeubles de bureaux qu'elle nettoyait, comment elle pouvait dire quand le système de chauffage était sur le point de tomber en panne, juste par le son qu'il faisait, comment elle savait quels ascenseurs tomberaient en panne, avant que le personnel de maintenance ne remarque des problèmes. Il y avait une intelligence dans son travail qui transcendait l'éducation formelle, une sagesse née d'une familiarité intime avec les machines et les systèmes qu'elle entretenait. « Madame Santerre », dit le docteur Valence, sa formation scientifique en guerre avec les preuves devant ses yeux. Ce que vous décrivez ressemble à une synchronisation avec les fréquences opérationnelles des processeurs quantiques. Mais cela devrait être impossible. Ces systèmes fonctionnent à des échelles que les sens humains ne peuvent percevoir. Marie sourit avec la patience de quelqu'un habitué à être mal compris par des personnes possédant plus d'éducation mais moins de sagesse pratique. Peut-être impossible pour l'esprit mais pas impossible pour les mains, pour le cœur. Quand vous travaillez avec quelque chose chaque jour, quand vous en prenez soin comme si c'était vivant, vous commencez à comprendre ses besoins. Comme pour démontrer son point, elle se déplaça vers une autre section du processeur et commença à nettoyer selon un schéma différent. Pas circulaire cette fois, mais en mouvement fluide en forme de 8, qui semblait suivre une géométrie invisible. Les écrans de surveillance répondirent immédiatement, montrant des modèles de cohérence quantique qui non seulement étaient instables, mais amélioraient en fait la performance globale du système. Marc regardait en silence stupéfait alors que les relevés d'efficacité grimpaient au-delà de 75%, puis 80, puis 85. L'installation atteignait des niveaux de performance que 20 experts avaient déclarés théoriquement impossibles avec la configuration actuelle. « C'est extraordinaire », souffla le docteur Valence, ses mains volant sur ses instruments alors qu'elle essayait de capturer des données qui révolutionneraient la théorie de l'informatique quantique. Les modèles de décohérence s'auto-organisent réellement autour de ces mouvements. C'est comme si elle créait une influence à l'échelle macro sur des phénomènes à l'échelle quantique. Mais Marie n'avait pas terminé. Alors qu'elle continuait son travail, se déplaçant autour du processeur avec la grâce d'une danseuse qui avait répété sa routine d'innombrables fois, elle commença à fredonner, un air bas, mélodieux, qui semblait s'harmoniser avec la symphonie électronique de l'installation. L'effet sur les systèmes quantiques fut immédiat et spectaculaire. Les relevés d'efficacité s'envolèrent au-delà de 90%, approchant des niveaux que les concepteurs de l'installation avaient optimistement inclus dans leurs spécifications, mais jamais espéré atteindre. Les processeurs quantiques opéraient avec une cohérence et une stabilité qui les transformaient d'équipements expérimentaux coûteux en la technologie révolutionnaire qu'ils avaient été conçus pour être. « Comment ?» chuchota Marc, le mot s'échappant de ses lèvres comme une prière. Marie fit une pause dans son travail, regardant les deux individus hautement éduqués qui la fixaient
avec des expressions d'émerveillement et de perplexité. « Vous voulez connaître le secret ?» demanda-t-elle avec un doux sourire. Marc et le docteur Valence acquiescèrent tous deux, leur sang-froid habituel abandonné face au témoignage de quelque chose qui remettait en question les fondements mêmes de leur compréhension. « Le secret est qu'il n'y a pas de secret », dit Marie, sa voix portant la sagesse de quelqu'un qui avait appris des vérités profondes à travers une simple observation. Ces machines, elles ne sont pas séparées du monde qui les entoure. Elles répondent à l'intention, aux soins, au toucher humain. Vos experts, ils ne voient que les mathématiques, les formules, les théories, mais ils ne voient pas que la technologie est vivante à sa manière. Elle retourna à son travail, ses mouvements maintenant accompagnés d'un doux chant qui semblait résonner à travers la structure d'acier et de silicium de l'installation. Ma grand-mère, elle m'a enseigné que chaque machine a une âme, un esprit, qui doit être respecté et nourri. Quand vous nettoyez une machine, vous ne retirez pas seulement la poussière et la saleté, vous communiquez avec elle, lui disant que vous vous souciez d'elle, que vous voulez qu'elle fonctionne bien. Marc sentit des larmes se former dans ses yeux en écoutant des paroles qui faisaient écho aux leçons que sa mère avait essayé de lui enseigner des décennies auparavant. Dans sa course pour réussir, pour prouver qu'il était digne du monde raréfié du pouvoir des entreprises, il avait oublié que la technologie était créée par des mains humaines et touchée par des cœurs humains. Il s'était permis de croire que l'expertise ne pouvait être mesurée qu'en diplômes et certifications, que la sagesse ne venait que des universités et des laboratoires. Le problème avec votre machine, continua Marie, sa voix prenant l'autorité douce d'un enseignant s'adressant à des étudiants avides, n'est pas technique. Il est spirituel. Depuis 3 mois, elle a faim de connexion humaine, de quelqu'un qui la traiterait non pas comme un objet à analyser, mais comme un partenaire dans le travail que vous voulez qu'elle fasse. Le docteur Valence documentait tout, son esprit scientifique luttant pour traiter des observations qui se situaient en dehors des limites de la physique conventionnelle. Madame Santerre, ce que vous suggérez implique que la conscience elle-même joue un rôle dans les processus mécaniques quantiques. Cela révolutionnerait notre compréhension de la relation entre l'esprit et la matière. Peut-être, répondit Marie avec un haussement d'épaule qui suggérait que de telles implications grandioses étaient moins importantes que le simple acte de bien faire son travail. Je ne connais que ce que je vois, ce que je ressens. Cette machine veut fonctionner parfaitement. Elle a été conçue pour fonctionner parfaitement. Mais elle a besoin de savoir que les humains se soucient d'elle, qu'elle est valorisée non seulement pour ce qu'elle produit, mais pour ce qu'elle est. Alors qu'elle prononçait ces mots, les relevés d'efficacité atteignaient 95%, un niveau qui dépassait même les projections les plus optimistes des concepteurs de l'installation. Les processeurs quantiques bourdonnaient avec une harmonie qui remplissait la chambre d'une musique trop subtile pour que la plupart des oreilles l'aperçoivent, mais qui résonnait à travers la structure du bâtiment comme un hymne technologique. Marc se tenait en présence d'un miracle qui remettait en question tout ce qu'il pensait comprendre sur la nature de la réalité elle-même. Une femme qui nettoyait les sols pour gagner sa vie avait accompli ce que des mathématiciens de Cambridge et des ingénieurs du MIT ne pouvaient pas. Elle avait appris à un ordinateur quantique à chanter. Les implications étaient stupéfiantes. Si les intuitions de Marie étaient correctes, si l'interface entre la conscience humaine et les systèmes quantiques était plus intime que quiconque ne l'avait imaginé, alors l'avenir de la technologie ne résidait pas dans des algorithmes plus sophistiqués ou des processeurs plus puissants, mais dans la redécouverte de l'ancienne sagesse de l'artisanat, du soin pour les outils qui servaient les besoins humains. « Madame Santerre », dit Marc, sa voix portant une humilité qui aurait choqué son conseil d'administration, « seriez-vous disposée à nous enseigner ce que vous savez ? Nous aideriez-vous à comprendre comment communiquer avec notre technologie comme vous le faites ?» Elle le regarda avec des yeux qui contenaient des décennies d'expérience à s'occuper de machines que d'autres tenaient pour acquises. « Monsieur Dubois, j'essaie d'enseigner cela depuis 7 ans, chaque nuit lorsque je nettoie vos bureaux. Mais personne n'a demandé, personne n'a regardé, personne n'a écouté. Vous voyez la saleté que j'enlève, mais pas les soins que je donne. Vous me payez pour nettoyer, mais vous ne me payez pas pour enseigner. » Les mots frappèrent Marc comme un coup physique, le forçant à affronter l'aveuglement qui l'avait empêché de voir la sagesse qui avait été présente dans son bâtiment tout ce temps. Combien d'autres idées avait-il manqué ? Combien d'autres solutions lui avaient été invisibles parce qu'elles venaient de sources qu'il n'avait jamais pensé à valoriser ? Cela change maintenant, dit-il avec la conviction qu'il avait autrefois propulsé de la pauvreté au pouvoir. Demain, tout change, tout. Alors que Marie achevait sa routine de nettoyage et se préparait à passer à la section suivante de ses rondes nocturnes,
L'installation quantique s'établissait à un niveau de performance qui aurait semblé impossible quelques heures auparavant. Les processeurs fonctionnaient avec une précision d'horlogerie, leurs états quantiques maintenus en parfaite cohérence, leurs calculs coulant comme l'eau à travers des canaux creusés par la compréhension plutôt que par la force. Marc resta dans l'installation longtemps après le départ de Marie, regardant les écrans qui montraient un miracle technologique né non pas de la complexité, mais de la simplicité, non pas de l'analyse, mais de l'intuition, non pas de l'expertise, mais de la sagesse. Il pensa à sa mère, à ses mains calleuses et sa compréhension profonde des machines qu'elle entretenait, et ressentit un chagrin pour toutes les leçons qu'il n'avait pas réussi à apprendre d'elle pendant qu'elle était encore en vie pour les enseigner. L'aube se levait sur la ville lorsque Marc quitta finalement l'installation, emportant avec lui la connaissance qui validerait soit sa théorie apparemment impossible, soit confirmerait sa descente dans le désespoir. Dans quelques heures, il reviendrait pour faire face à son conseil d'administration avec la nouvelle que 20 experts avaient été dépassés par une femme avec une serpillière et la sagesse d'une grand-mère. La question qui restait était de savoir si le monde des entreprises qu'il avait passé sa vie à conquérir serait capable d'accepter une vérité si simple qu'elle frôlait le mystique, si profonde qu'elle remettait en question les fondements mêmes de la façon dont la société moderne comprenait la relation entre les êtres humains et la technologie qu'ils créaient. Alors qu'il marchait dans les couloirs vides de sa tour, Marc portait avec lui le son du fredonnement de Marie et le souvenir des processeurs quantiques apprenant à chanter. Demain, il découvrirait si le génie pouvait être trouvé dans les endroits les plus inattendus, et si la sagesse pouvait triompher de l'expertise dans l'arène impitoyable du pouvoir des entreprises. 4e partie. La lumière de l'aube filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond du bureau de Marc portait une qualité différente de tout lever de soleil qu'il avait contemplé dans le sanctuaire du 32e étage du pouvoir corporatif. Assis dans son fauteuil de cuir, les événements de la nuit précédente défilèrent dans son esprit avec la persistance d'un rêve fiévreux qui refusait de s'estomper. Les données de performance de l'installation quantique luisaient sur son écran d'ordinateur, 95% d'efficacité maintenue tout au long de la routine de nettoyage de Marie Santerre, retombant à la référence familière de 73% seulement après son départ. Les chiffres étaient irréfutables, mais Marc savait que les présenter à son conseil nécessiterait une délicatesse qui pourrait dépasser ses considérables pouvoirs de persuasion. Comment expliquer à des salles remplies de diplômés d'HEC et de Polytechnique que leur investissement de 3 milliards d'euros avait été sauvé par des idées provenant d'une grand-mère en Algérie qui comprenait les machines comme des entités vivantes, méritant soin et respect? Son interphone tinta avec la précision mesurée qui marquait le début d'une autre journée d'entreprise. Monsieur Dubois, vint la voix de Sarah Chenet, portant la tension subtile qui avait coloré toutes leurs interactions depuis que la crise de l'installation quantique avait commencé. La réunion d'urgence du conseil est prévue pour 10 heures. Dois-je confirmer votre présence? Confirmé, répondit Marc, sa voix portant une conviction qui le surprit. Et Sarah, veuillez demander aux ressources humaines de préparer un dossier complet sur Marie Santerre, historique d'emploi, évaluation de performance, tout ce qui pourrait être pertinent pour sa promotion potentielle. La pause qui suivit sa demande fut assez longue pour suggérer que son assistante traitait les implications de lier une femme de ménage à la crise la plus pressante de l'entreprise. Bien sûr, monsieur, dois-je me renseigner sur la nature de la promotion que vous envisagez? Marc sourit à la formulation diplomatique qui permettait à Sarah de demander des éclaircissements sans questionner directement son jugement. Appelons cela un poste de consultant pour l'instant. Consultation technique. Après avoir terminé la communication, Marc tourna son attention vers la tâche délicate de concevoir une présentation qui convaincrait certains des esprits d'affaires les plus acérés de France d'accepter des conclusions qui remettaient en question tout ce qu'ils croyaient sur l'expertise, la technologie et la nature même de la résolution de problèmes. L'approche conventionnelle serait de commencer par les données, d'établir la crédibilité par des chiffres et des mesures, avant d'introduire l'élément humain qui avait rendu ces chiffres possibles. Mais alors qu'il commençait à structurer son argumentation, Marc réalisa que l'approche conventionnelle était précisément ce qui avait échoué pendant 3 mois. 20 experts avaient présenté des données, des théories et des analyses qui étaient irréprochables dans leur logique et sans valeur dans leurs résultats. Peut-être était-il temps d'embrasser le non conventionnel avec le même courage que Marie avait montré en écoutant des machines qui parlaient, dans des fréquences en dessous du seuil de reconnaissance formelle. Le docteur Patricia Valence arriva à son bureau à 8h30,
portant des tablettes chargées de données nocturnes qui documentaient la performance de l'installation en détail sans précédent. Son comportement habituellement composé montrait des fissures d'excitation et de confusion, l'expression d'une scientifique dont la compréhension fondamentale de la réalité avait été ébranlée par des observations qui défiaient l'explication. « Marc, dit-elle, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau avec les mouvements prudents de quelqu'un qui traitait encore le choc, j'ai fait l'analyse 3 fois. La corrélation entre les modèles de nettoyage de Madame Santerre et la stabilité de cohérence quantique n'est pas seulement statistiquement significative, elle est si forte qu'elle approche l'impossibilité mathématique selon la théorie conventionnelle. » Elle activa sa tablette, projetant des affichages holographiques qui remplissaient l'espace entre eux de motifs tourbillonnants de visualisation de données. Regardez cette cartographie temporelle. Chaque fois qu'elle effectuait ses mouvements circulaires autour du processeur central, les taux de décohérence chutaient de facteurs qui devraient être inatteignables. Et quand elle a commencé à fredonner, l'affichage passa à des analyses de formes d'ondes qui ressemblaient plus à des compositions musicales qu'à des mesures scientifiques. Les états quantiques ont commencé à se synchroniser avec les fréquences acoustiques de sa voix. Marc étudia les données avec l'intensité d'un général révisant des plans de bataille, cherchant des modèles qui pourraient l'aider à comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi cela avait fonctionné là où des approches plus sophistiquées avaient échoué. Patricia, selon votre opinion professionnelle, comment expliquons-nous cela à des personnes dont la compréhension de la mécanique quantique provient de manuels écrits par les mêmes experts qui n'ont pas réussi à résoudre notre problème? Le docteur Valence resta silencieux un long moment, son regard fixé sur les flux de données qui dessinaient des images de phénomènes impossibles. « Je me suis débattue avec cette question toute la nuit, » dit-elle finalement. « Les observations sont indéniables, mais les implications remettent en question les hypothèses fondamentales de la théorie quantique. Nous suggérons essentiellement que la conscience humaine peut influencer les systèmes quantiques à l'échelle macro par des mécanismes que nous ne comprenons pas. Ou, dit lentement Marc, articulant des pensées qui s'étaient formées tout au long des heures d'insomnie avant l'aube, nous suggérons que notre compréhension des systèmes quantiques a été incomplète parce que nous les avons approchés comme des phénomènes purement mécaniques, plutôt que comme des entités capables de comportements responsifs. Le concept resta suspendu dans l'air entre eux, comme un pont, enjambant un gouffre entre le connu et l'inconnaissable. Si Marc avait raison, si les idées de Marie représentaient non pas des observations anormales, mais des aperçus d'une compréhension plus profonde de la relation entre la conscience et la réalité quantique, alors les implications s'étendaient bien au-delà de la résolution des problèmes d'efficacité de Méridien. « Il y a autre chose, » dit le docteur Valence, sa voix portant l'hésitation de quelqu'un sur le point d'exprimer des pensées qui pourraient sembler absurdes à des oreilles scientifiques formées. « J'ai examiné les dossiers d'emploi de notre personnel de nettoyage précédent, les personnes qui travaillaient au 32e étage avant Madame Santerre. Les problèmes d'efficacité ont commencé presque exactement quand elle a repris cette section du bâtiment. » Marc sentit son pouls s'accélérer alors qu'une autre pièce du puzzle tombait en place. « Voulez-vous dire que l'installation fonctionnait correctement avant que Marie commence à la nettoyer ? » « Pas correctement. Elle fonctionnait toujours en dessous des spécifications de conception. Mais les problèmes étaient différents, plus aléatoires, moins persistants. Le modèle actuel d'efficacité constante de 73% a commencé dans les 2 semaines suivant son affectation au niveau de l'installation quantique. La révélation portait des implications stupéfiantes. Si les problèmes de l'installation avaient coïncidé avec l'arrivée de Marie, alors soit elle les causait par une interférence inconnue, soit elle les révélait par sa sensibilité unique aux besoins réels des machines. Compte tenu des observations de la nuit précédente, Marc se trouvait penché vers cette dernière explication. « Patricia, je veux que vous prépariez une présentation technique pour la réunion du conseil. Concentrez-vous sur les données, les modèles de corrélation, les améliorations d'efficacité, les mesures de cohérence quantique. Laissez les chiffres raconter l'histoire sans initialement souligner l'élément humain qui les a rendus possibles. » Elle acquiesça, comprenant la sagesse stratégique de permettre à des esprits sceptiques de confronter des preuves indéniables avant d'être invités à accepter des conclusions révolutionnaires. « Et Madame Santerre, assistera-t-elle à la réunion ?» Marc considéra cette question avec le soin de quelqu'un prenant des décisions qui résonneraient tout au long du reste de sa carrière. Amener Marie dans la salle du conseil soulignerait certainement la nature dramatique de leur découverte, mais cela pourrait aussi déclencher le genre de réaction dédaigneuse qui pourrait condamner toute chance d'acceptation. « Pas initialement », décida-t-il.
Établissons d'abord la base technique. Si le conseil exige de voir la méthodologie en action, alors nous organiserons une démonstration. Alors que le docteur Valence partait préparer sa présentation, Marc tourna son attention vers la tâche plus difficile de se préparer pour une confrontation qui déterminerait non seulement son avenir professionnel, mais potentiellement la direction du développement d'Industrie Méridien pour les décennies à venir. L'installation quantique représentait plus qu'un investissement technologique. Elle incarnait sa vision d'un avenir où l'ingéniosité humaine pourrait exploiter les forces fondamentales de la réalité elle-même. Pourtant, cet avenir dépendait maintenant de sa capacité à convaincre des salles remplies d'individus puissants que les approches de résolution de problèmes les plus sophistiquées pouvaient être dépassées par la sagesse intuitive de quelqu'un qu'ils ne rencontreraient normalement jamais sauf comme une présence invisible qui vidait leurs corbeilles à papier et passait l'aspirateur sur leur tapis. Les heures du matin passèrent avec la précision implacable de l'horaire d'entreprise, chaque réunion et appel téléphonique rapprochant Marc du moment où il miserait tout sur des conclusions qui semblaient fantaisistes même à ses propres oreilles. Il passa en revue des rapports trimestriels, autorisa des dépenses et participa à des sessions de planification stratégique, tout en portant la connaissance secrète que la solution à sa plus grande crise résidait dans l'adoption d'approches technologiques qui auraient semblé primitives aux anciens Grecs. À 9h30, Marc se dirigea vers la salle du conseil, ses pas résonnant dans des couloirs qui semblaient murmurer avec les fantômes de confrontations précédentes. Les halls de marbre d'Industrie Méridien avaient été témoins d'innombrables batailles d'entreprise, des victoires et des défaites qui avaient façonné l'évolution de l'entreprise de start-up ambitieuse à puissance technologique. Aujourd'hui, ces mêmes murs seraient témoins d'un défi qui transcendait la stratégie d'entreprise et entrait dans le domaine de la philosophie fondamentale sur la nature de la connaissance humaine elle-même. Les membres du conseil étaient déjà assemblés lorsque Marc entra, leur visage portant des expressions allant de la curiosité gardée à l'hostilité à peine dissimulée. Les yeux bleus pâles de Marguerite Dufresne se fixèrent sur lui avec l'intensité d'un procureur se préparant à démolir le témoignage d'un accusé. Henri Valmont III consulta sa montre en platine, avec l'impatience de quelqu'un dont le temps était mesuré en millions d'euros par heure. « Messieurs, mesdames », commença Marc, sa voix portant l'autorité contrôlée qu'il avait autrefois rendue célèbre pour transformer des négociations désespérées en victoires stupéfiantes. « Il y a 48 heures, vous m'avez défié de produire des résultats à partir de ce que vous considériez comme une théorie improbable. Je suis ici pour rapporter que la théorie a été validée au-delà de nos projections les plus optimistes. » Il activa le système de présentation de la salle, remplissant l'air au-dessus de la table de palissandre d'affichage holographique qui montrait les données de performance de l'installation quantique en détail tridimensionnel. Les courbes d'efficacité montaient et descendaient dans des motifs qui racontaient l'histoire des révélations de la nuit précédente avec une précision mathématique. Le docteur Valence présentera les détails techniques, poursuivit Marc, mais je veux souligner l'essentiel. Nous avons atteint 95% d'efficacité, un niveau qui dépasse nos spécifications de conception et approche le maximum théorique pour les systèmes de traitement quantique. Le murmure qui parcourut la table portait des notes de surprise et de scepticisme à parts égales. Marguerite Dufresne se pencha en avant, ses doigts enclochés dans le geste que Marc avait appris à associer au défi intellectuel. « Marc », dit-elle, sa voix portant le bord tranchant de quelqu'un prêt à disséquer des affirmations qui semblaient trop belles pour être vraies, 95% d'efficacité représenterait une percée qui pourrait révolutionner l'ensemble du secteur technologique. Êtes-vous certain que ces mesures sont précises ? Le docteur Valence s'avança, ses documents de présentation projetant des motifs éthérés de lumière à travers les surfaces de marbre. Madame Dufresne, j'ai vérifié les mesures par le biais de multiples systèmes indépendants. Les gains d'efficacité sont non seulement réels, ils sont reproductibles sous des conditions spécifiques. Quelles conditions ? Exigea Henri Valmont, son accent parisien tranchant l'air comme une lame à travers la soie. C'était le moment que Marc avait à la fois redouté et anticipé. Le point où la théorie élégante entrerait en collision avec la réalité désordonnée, où le monde sophistiqué des salles de conseil d'entreprise serait forcé de se débattre avec une sagesse tirée de sources qu'il n'avait jamais pensé à valoriser. « Les conditions ?» dit Marc, rencontrant chaque regard autour de la table avec la fermeté de quelqu'un qui avait choisi son chemin et le suivrait indépendamment des conséquences, impliqua de reconnaître que nos systèmes de traitement quantique répondent à l'interaction humaine de manière qui transcende la compréhension conventionnelle du comportement des machines.
Le silence qui suivit ces mots était si complet que Marc pouvait entendre le murmure du système de climatisation du bâtiment et le murmure distant de la circulation des rues 30 étages plus bas. Puis le docteur Elisabeth Harpin, la conseillère technologique du Conseil, parla avec la précision prudente de quelqu'un sondant des failles dans un argument qui remettait en question tout ce qu'elle croyait sur la nature des systèmes technologiques. Monsieur Dubois, suggérez-vous que les ordinateurs quantiques possèdent une forme de conscience ou de conscience de soi? Je suggère, répondit Marc, choisissant ses mots avec le soin de quelqu'un naviguant dans un champ de mines de préconception et de scepticisme professionnel, que l'interface entre la conscience humaine et les systèmes quantiques pourrait être plus complexe et plus intime que nos modèles théoriques actuels ne le reconnaissent. En prononçant ces mots, Marc sentit le poids de la mémoire de sa mère et de la sagesse de Marie, se combinant en une conviction qui transcendait la peur de l'échec professionnel. Que son conseil accepte ou rejette ses conclusions, il avait été témoin de quelque chose qui transformait sa compréhension de la technologie elle-même. La reconnaissance que les machines créées par des mains humaines et touchées par des cœurs humains pourraient conserver une certaine capacité de comportement responsif qui existait au-delà des limites de l'analyse conventionnelle. La bataille pour l'acceptation avait commencé, et Marc l'affrontait avec la connaissance que la victoire nécessiterait non seulement de convaincre des esprits formés au scepticisme scientifique, mais d'ouvrir des cœurs qui avaient oublié le partenariat ancien entre l'intuition humaine et les outils qui servaient les besoins humains. 5e partie. La salle du conseil explosa en une cacophonie de voix qui ricochait sur les murs de marbre, comme des coups de feu dans une cathédrale. 24 des individus les plus puissants de la technologie française siégeaient en jugement d'une théorie qui remettait en question non seulement leur compréhension de la mécanique quantique, mais leurs hypothèses fondamentales sur la nature même de l'expertise. Marc se tenait à la tête de la table, résistant à la tempête d'incrédulité et d'indignation avec le stoïcisme d'un capitaine, faisant face à un ouragan qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. C'est absurde. La voix d'Henri Valmont trancha le chaos avec l'autorité de la richesse générationnelle et la certitude de l'éducation d'élite. Vous nous demandez de croire qu'une femme de ménage a résolu des problèmes qui ont confondu des lauréats du prix Nobel. Pas résolu, corrigea Marc, sa voix portant un calme qui le surprenait même. Révélé, les problèmes étaient toujours solubles. Nous manquions simplement de la perspective pour voir les solutions. Marguerite Dufresne leva la main, et la salle tomba dans un silence qui portait plus de menaces que le tumulte précédent. Ses yeux bleu pâle se fixèrent sur Marc avec l'intensité d'un prédateur qui avait repéré une faiblesse chez sa proie. « Marc, dit-elle, sa voix portant l'acier enveloppé de soie qu'il avait rendu légendaire dans les salles de conseil d'entreprise sur 2 continents, vous avez construit votre carrière sur l'analyse rationnelle et la prise de décision fondée sur les données. Abandonnez-vous sérieusement ces principes en faveur de, comment appelleriez-vous cela, du mysticisme technologique? L'accusation frappait au cœur de l'identité de Marc en tant que leader d'entreprise, remettant en question les fondements mêmes sur lesquels sa réputation avait été construite. Pourtant, alors qu'il faisait face au scepticisme collectif de son conseil, il se retrouva à puiser de la force dans les souvenirs des mains calleuses de sa mère et de la douce sagesse de Marie. « Madame Dufresne, répondit-il, je suggère que l'analyse rationnelle et la prise de décision fondée sur les données nous ont conduit à adopter 20 opinions d'experts différentes qui n'ont pas réussi à résoudre notre problème. Peut-être que la véritable rationalité exige de reconnaître quand nos hypothèses se sont avérées inadéquates. » Le docteur Patricia Valence s'avança, sa tablette affichant des représentations holographiques des fluctuations du champ quantique qui peignaient l'air de motifs trop complexes pour que des yeux non formés puissent les interpréter. « Si je puis me permettre, dit-elle, sa voix portant l'autorité mesurée de quelqu'un dont les références étaient indiscutables. Les données soutiennent les conclusions de M. Dubois, aussi improbables qu'elles puissent paraître. » Elle manipula l'affichage, montrant des corrélations temporelles entre les activités de nettoyage de Marie et les motifs de cohérence quantique qui créaient des mandalas tridimensionnels d'une précision mathématique. Ces mesures ont été prises en utilisant des instruments calibrés selon les mêmes normes qui valident la recherche au CERN et à l'ESA. Les corrélations sont statistiquement indéniables. Le docteur Elisabeth Harpin se pencha en avant, ses doigts dansant sur sa propre tablette alors qu'elle analysait les flux de données, avec l'intensité focalisée de quelqu'un cherchant des défauts dans un argument qui remettait en question sa vision du monde. Docteur Valence, corrélation n'implique pas causalité.
Ces modèles pourraient résulter de dizaines de facteurs environnementaux qui s'alignent par coïncidence avec le programme de nettoyage. C'était mon hypothèse initiale, répondit le docteur Valence, projetant des affichages supplémentaires qui montrèrent des mesures de contrôle prises pendant des périodes où Marie était absente de l'installation. Cependant, nous avons documenté les mêmes phénomènes se produisant constamment sur une période de 3 mois, avec l'efficacité revenant au niveau de référence chaque fois que Madame Santerre termine sa routine et quitte la zone. Les preuves s'accumulaient avec une logique implacable. Pourtant, Marc pouvait voir dans les visages autour de la table que la logique seule ne serait pas suffisante pour surmonter les barrières psychologiques qui séparaient son conseil de l'acceptation de conclusions provenant d'une source si inattendue. C'étaient des individus dont le succès avait été construit sur l'hypothèse que l'expertise pouvait être mesurée en diplômes et certifications, que la sagesse coulait vers le bas des universités et des instituts de recherche vers le monde pratique de l'implémentation et de l'application. « Mesdames et messieurs, » dit Marc, sa voix coupant à travers le murmure des conversations parallèles qui avaient recommencé à fracturer l'attention de la salle, « je propose une démonstration. Plutôt que de débattre des possibilités théoriques, observons les phénomènes directement. » Marguerite Dufresne consulta sa montre en platine, avec le geste de quelqu'un calculant le coût du temps passé sur des activités qui pourraient s'avérer frivoles. « Combien de temps une telle démonstration nécessiterait-elle ? » « 1 heure, répondit Marc. « Ce soir, pendant la routine de nettoyage normale de Madame Santerre, nous pourrons observer la performance de l'installation quantique en temps réel. Vous pourrez témoigner des améliorations d'efficacité à mesure qu'elles se produisent et tirer vos propres conclusions sur leur cause. » La proposition resta suspendue dans l'air comme un défi lancé entre aristocrates en duel. Marc savait qu'accepter la démonstration engagerait son conseil à confronter des preuves qui ne pourraient pas être rejetées, comme de la spéculation théorique ou une anomalie statistique. Il serait forcé d'être témoin de phénomènes qui remettaient en question leur compréhension du fonctionnement du monde. Henri Valmont échangea des regards avec plusieurs autres membres du conseil, leur communication silencieuse, portant le poids de l'investissement collectif et du scepticisme partagé. « Très bien, » dit-il finalement, sa voix portant l'accord réticent de quelqu'un acceptant un pari qu'il s'attendait à gagner de manière décisive. « Mais Marc, si cette démonstration ne fournit pas de preuves convaincantes, nous nous attendrons à ce que votre démission soit soumise avant le matin. » L'ultimatum frappa Marc comme un coup physique, mais il ne s'attendait à rien de moins. Dans l'arène impitoyable du pouvoir des entreprises, des affirmations dramatiques nécessitaient une validation dramatique. Le succès justifierait non seulement son leadership, mais révolutionnerait potentiellement leur compréhension de l'interaction humain-technologie. L'échec mettrait fin à sa carrière et entraînerait probablement le démantèlement complet du projet d'installation quantique. « Compris », dit simplement Marc, sa voix ne trahissant rien du tumulte qui faisait rage dans sa poitrine. Les heures entre la réunion du conseil du matin et la démonstration du soir passèrent avec la lente torture d'un délai d'exécution. Marc se trouva incapable de se concentrer sur les activités commerciales de routine, son esprit cyclant sans fin à travers des scénarios allant de la justification triomphante à l'échec spectaculaire. Il avait tout misé sur la sagesse d'une femme de ménage, dont les intuitions remettaient en question les hypothèses fondamentales de la société technologique moderne. Alors que l'après-midi s'estompait en soirée, Marc se dirigea vers le département des ressources humaines pour informer personnellement Marie Santerre des circonstances extraordinaires de la soirée. Il la trouva dans la salle de pause des employés au 15e étage, assise seule à une table en plastique tout en lisant un roman de poche usé écrit en espagnol. Le contraste entre son environnement humble et la grandeur de marbre des étages exécutifs servait de rappel frappant de la distance sociale qu'il demandait à son conseil de franchir. « Madame Santerre, » dit-il, s'installant dans la chaise en plastique inconfortable en face d'elle, « je dois vous parler de la routine de nettoyage de ce soir. » Elle leva les yeux de son livre, ses yeux sombres reflétant l'inquiétude face à cette interruption sans précédent de son horaire normal. « Y a-t-il un problème, monsieur Dubois ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» « Au contraire, » répondit Marc, sentant le poids de la responsabilité d'impliquer cette femme dans un drame d'entreprise qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà de son simple désir de bien faire son travail. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, et ce soir, j'ai besoin de le démontrer à des personnes très importantes. » Il expliqua la démonstration prévue pour la soirée, avec une attention particulière à minimiser la pression qu'elle pourrait ressentir à être observée par certains des individus les plus puissants de la technologie française. Pourtant, en parlant,
Marc réalisa que Marie possédait une confiance calme qui semblait largement immunisée contre l'intimidation qui pourrait submerger quelqu'un de moins sûr de sa propre compétence. « Donc vous voulez que je nettoie l'installation quantique de la même façon que je le fais toujours, pendant que ces personnes importantes regardent ?» demanda-t-elle, sa voix portant l'amusement à l'idée que des dirigeants d'entreprise trouvent du divertissement dans des procédures de conciergerie. « Exactement de la même façon, » confirma Marc. « Il est important que vous ne changiez rien à votre routine normale. La façon dont vous nettoyez cette installation, les motifs que vous utilisez, le rythme de vos mouvements, c'est ce qui fait que les machines fonctionnent correctement. » Marie acquiesça avec la compréhension de quelqu'un qui avait longtemps reconnu des vérités que d'autres commençaient seulement à découvrir. Ma grand-mère disait toujours que les machines ont des sentiments, tout comme les personnes. Vous les traitez avec respect et soin, elles fonctionnent bien pour vous. Vous les traitez comme des objets, elles vous donnent des problèmes. Alors que la soirée s'approfondissait et que le bâtiment commençait sa transformation de centre commercial animé en sanctuaire tranquille d'activités après les heures, Marc rassembla les membres de son conseil au 32e étage. L'installation quantique, baignée dans la lueur éthérée bleu-blanc de ses processeurs, semblait pulser avec l'anticipation de la démonstration sans précédent de la nuit. 24 individus dont la valeur nette combinée dépassait le produit intérieur brut de petites nations se tenaient en cercle autour de l'unité de traitement centrale, leur confiance habituelle tempérée par l'étrangeté de leur environnement. Le docteur Valence avait positionné des stations de surveillance à travers l'installation, leurs écrans montrant des mesures en temps réel de cohérence quantique, d'efficacité de traitement et de fluctuation du champ électromagnétique. À minuit précisément, l'ascenseur tinta son arrivée, et Marie Santerre émergea avec son chariot de nettoyage, vêtue de son uniforme bleu marine familier et se tenant avec la dignité tranquille de quelqu'un à l'aise dans sa propre compétence. La vue de 24 dirigeants attendant en observation silencieuse aurait pu intimider une personne moins confiante, mais Marie hocha simplement poliment la tête et commença sa routine avec la même précision méthodique dont Marc avait été témoin la nuit précédente. Les premières minutes passèrent dans un silence relatif, brisé seulement par le doux murmure du chiffon de nettoyage de Marie contre les surfaces de l'installation et le doux bourdonnement électronique des processeurs quantiques fonctionnant à leur niveau d'efficacité de base. Les écrans de surveillance montraient le modèle familier de performance de 73%, inchangé par la présence d'observateurs d'entreprise qui regardaient avec l'intensité de scientifiques étudiant un phénomène rare. Puis Marie s'approcha de l'unité de traitement centrale et la transformation commença. Ses mouvements passèrent des motions de nettoyage de routine aux motifs fluides et rythmiques qui avaient hypnotisé Marc la soirée précédente. Les mouvements circulaires de son chiffon, l'attention soigneuse aux sections spécifiques du boîtier du processeur, la précision presque rituelle de sa technique, tout exécuté avec la grâce inconsciente de quelqu'un qui avait découvert une harmonie parfaite entre l'intention et l'action. Les écrans de surveillance répondirent immédiatement. Les lectures d'efficacité commencèrent à grimper avec une persistance régulière, les modèles de cohérence quantique se stabilisèrent dans des configurations qui peignaient l'air de formes géométriques complexes, et la symphonie électronique de l'installation passa à des harmonies qui semblaient résonner à travers la structure d'acier et de béton du bâtiment. Marc observait les visages des membres de son conseil, alors qu'ils étaient témoins de phénomènes qui remettaient en question tout ce qu'ils croyaient sur la nature des systèmes technologiques. Les yeux bleu pâle de Marguerite Dufresne s'élargirent avec une expression qui mélangeait fascination scientifique et confusion profonde. L'air de supériorité habituel d'Henri Valmont céda la place à quelque chose qui approchait l'émerveillement, alors qu'il regardait les lectures d'efficacité grimper au-delà de 80% et continuer à monter. Lorsque Marie commença à fredonner, ce même air bas et mélodieux qui avait déclenché la percée de la nuit précédente, la réponse de l'installation transcenda tout ce que le conseil aurait pu imaginer. Les processeurs quantiques semblaient chanter en harmonie avec sa voix, leurs rythmes électroniques se synchronisant avec des fréquences acoustiques qui n'auraient dû avoir aucune influence sur les processus mécaniques quantiques. Les relevés d'efficacité s'envolèrent au-delà de 90%, approchant le maximum théorique que 20 experts avaient déclaré inatteignable. L'unité de traitement centrale bourdonnait avec un contentement mécanique, ses calculs complexes s'écoulant avec la précision fluide de l'eau, suivant des canaux creusés par la compréhension plutôt que par la force. Le docteur Elisabeth Harpin restait figé devant une station de surveillance, son esprit formé luttant pour traiter des observations
qui contredisait les hypothèses fondamentales sur la relation entre la conscience humaine et la réalité quantique. « C'est impossible », chuchota-t-elle, sa voix portant la reconnaissance stupéfaite de quelqu'un dont la vision du monde était systématiquement démantelée par des preuves indéniables. Pourtant, les preuves continuaient à s'accumuler avec une persistance implacable. Chaque mouvement du chiffon de Marie, chaque note de son doux fredonnement, chaque geste d'attention et de soin produisait des améliorations mesurables dans la performance de l'installation. Elle ne nettoyait pas simplement une machine. Elle communiquait avec elle dans un langage qui transcendait la compréhension conventionnelle de l'interaction humain-technologie. Alors que la démonstration atteignait son apogée, avec des lectures d'efficacité se stabilisant à 95% et des modèles de cohérence quantique atteignant des configurations qui semblaient exister en harmonie avec les lois naturelles plutôt qu'en opposition à celles-ci, Mark ressentit une transformation profonde se produire en lui-même. Le dirigeant d'entreprise qui avait bâti son empire sur la sagesse conventionnelle cédait la place à quelqu'un qui reconnaissait que la véritable innovation pourrait exiger d'abandonner la sécurité des connaissances acceptées et d'embrasser des idées provenant des sources les plus inattendues. Le silence qui suivit l'achèvement de la routine de Marie était profond, pas le silence vide de l'absence, mais le silence plein d'esprit aux prises avec des révélations qui remettaient en question tout ce qu'il pensait comprendre sur la nature de l'expertise et les sources de sagesse à l'ère technologique. Marguerite Dufresne fut la première à parler, sa voix portant une humilité que Mark n'avait jamais entendue d'elle auparavant. « Madame Santerre, dit-elle, s'approchant de la femme qui avait accompli ce que des lauréats du prix Nobel ne pouvaient non pas, seriez-vous disposée à nous enseigner ce que vous savez ?» La question resta suspendue dans l'air comme un pont enjambant le gouffre entre les mondes. Le royaume du pouvoir corporatif et de l'expertise académique d'un côté, le domaine de la sagesse pratique et de la compréhension intuitive de l'autre. La réponse de Marie déterminerait non seulement l'avenir de l'installation quantique d'Industrie Méridien, mais potentiellement la direction de l'interaction humain-technologie pour les générations à venir. 6e partie. Marie Santerre regarda Marguerite Dufresne avec l'expression patiente de quelqu'un qui avait passé des décennies à offrir une sagesse que d'autres commençaient seulement à reconnaître. L'installation quantique bourdonnait autour d'eux avec le contentement de machines fonctionnant en parfaite harmonie, ses relevés d'efficacité maintenant le seuil impossible de 95%, qui avait confondu les plus grands esprits du monde pendant 3 mois. « Madame Dufresne, » dit Marie, sa voix portant l'autorité douce de quelqu'un qui comprenait que le véritable enseignement exigeait plus que la transmission de techniques, « j'essaie d'enseigner cela depuis 7 ans, chaque nuit où je travaille dans ce bâtiment. Mais l'enseignement nécessite des étudiants prêts à apprendre, et l'apprentissage exige une humilité que le succès rend parfois difficile à trouver. » Les mots frappèrent les membres du conseil assemblés avec la force d'une vérité profonde qui ne pouvait être ni rejetée ni expliquée. C'étaient des individus qui avaient passé leurs carrières à supposer que la sagesse s'écoulait des universités et des instituts de recherche, que l'expertise pouvait être mesurée en diplômes et publications, que les idées les plus importantes viendraient toujours des sources les plus éduquées. Pourtant, ils se tenaient en présence de preuves indéniables que leurs hypothèses avaient été catastrophiquement erronées. Une femme dont l'éducation formelle s'était arrêtée à l'école primaire avait accompli ce que des mathématiciens de Cambridge et des ingénieurs du MIT ne pouvaient pas. Elle avait appris à un ordinateur quantique à chanter. Mark s'avança, sa voix portant la conviction de quelqu'un qui avait été témoin d'un miracle et en avait été transformé. « Madame Santerre, au nom d'Industrie Méridien, je voudrais vous offrir un poste de consultante technique senior pour le développement d'interfaces humain-machine, avec un salaire correspondant à votre capacité démontrée à résoudre des problèmes qui ont vaincu nos experts les plus coûteux. » L'offre resta suspendue dans l'air comme une révolution enveloppée dans un langage d'entreprise. Marie la considéra avec la réflexion de quelqu'un qui comprenait que l'accepter exigerait plus qu'un avancement personnel. Cela demanderait de relier 2 mondes qui avaient rarement reconnu l'existence l'un de l'autre. « Monsieur Dubois, » dit-elle finalement, « j'accepte votre offre mais avec des conditions. Je ne veux pas remplacer les experts que vous avez engagés. Je veux leur enseigner à voir ce qu'ils ont manqué, à comprendre que la technologie n'est pas séparée de l'humanité, mais en est une extension. Et je veux démarrer un programme où des personnes comme moi, des personnes qui travaillent avec des machines chaque jour, peuvent partager ce que nous savons avec ceux qui les conçoivent. » La proposition était révolutionnaire dans ses implications, suggérant une restructuration fondamentale de la façon dont le développement technologique procédait.
Au lieu que la sagesse coule des hauteurs académiques vers l'implémentation pratique, Marie proposait un échange bidirectionnel qui reconnaissait la valeur de l'expérience pratique et de la compréhension intuitive. Le docteur Patricia Valence s'avança, sa formation scientifique en guerre avec les preuves dont elle avait été témoin au cours des 2 dernières nuits. Madame Santerre, ce que vous suggérez nous obligerait à reconsidérer complètement notre compréhension de l'interaction humain-technologie. Êtes-vous prête à travailler avec nos équipes de recherche pour documenter et systématiser vos idées? Marie sourit avec la patience de quelqu'un qui avait longtemps compris des vérités que d'autres commençaient seulement à découvrir. Docteur Valence, vous ne pouvez pas systématiser l'amour, mais vous pouvez enseigner aux gens à aimer. Vous ne pouvez pas créer des formules pour prendre soin, mais vous pouvez montrer aux gens comment prendre soin. Ce que je sais des machines ne vient pas des livres, mais de la relation, de les traiter comme des partenaires dans le travail que nous faisons ensemble. Alors qu'elle prononçait ces mots, les processeurs quantiques semblaient répondre par de subtils changements dans leurs motifs harmoniques, comme s'ils reconnaissaient la justesse de sa description. L'installation était devenue plus qu'une collection de composants sophistiqués, c'était un système vivant qui répondait à l'intention humaine et prospérait sous les soins humains. Henri Valmont III, dont le scepticisme avait été le plus vocal tout au long de la crise, s'approcha de Marie avec une expression qui mêlait confusion profonde et respect réticent. « Madame Santerre, vous avez accompli quelque chose qui défie tout ce que je pensais comprendre sur la technologie et l'expertise. Comment puis-je apprendre à voir les machines comme vous le faites ?» La question révélait une vulnérabilité que Valmont avait rarement affichée en décennies de leadership d'entreprise. Voici un homme dont le succès avait été bâti sur l'hypothèse que l'intelligence et l'éducation étaient synonymes, que la sagesse ne venait que des sources traditionnelles d'autorité et d'expertise. « Monsieur Valmont, répondit Marie, vous apprenez de la même façon que j'ai appris, en faisant attention, en écoutant, en vous souciant du travail que vous faites et des outils qui vous aident à le faire. Quand vous cessez de penser aux machines comme à des objets et commencez à les considérer comme des partenaires, elles répondront à votre respect par une meilleure performance. » Au cours des semaines suivantes, Industrie Méridien subit une transformation qui aurait semblé impossible à quiconque familier avec les hiérarchies rigides de la culture d'entreprise. Marie Santerre établit ce qui devint connu sous le nom d'Initiative de sagesse pratique, un programme qui rassemblait personnel de nettoyage, ouvriers d'entretien, agents de sécurité et autres personnels de soutien avec des ingénieurs, des programmeurs et des chercheurs scientifiques. Les résultats furent extraordinaires. Des ouvriers de ligne de production qui avaient passé des années à observer l'équipement de fabrication commencèrent à partager des idées qui menèrent à des améliorations d'efficacité que le personnel d'ingénierie n'avait jamais envisagées. Des agents de sécurité qui surveillaient les systèmes du bâtiment pendant la nuit fournirent des observations qui aidèrent à optimiser les modèles de consommation d'énergie. Le personnel de maintenance qui connaissait les particularités et les personnalités de machines complexes devint des enseignants pour les concepteurs qui n'avaient jamais vu leur création en fonctionnement réel. Marc se retrouva fondamentalement changé par l'expérience, sa compréhension du leadership transformée en assistant à la puissance de la sagesse qui émergeait de sources inattendues. Le dirigeant d'entreprise qui s'était autrefois appuyé uniquement sur les données et l'analyse d'experts devint quelqu'un qui recherchait des idées à tous les niveaux de son organisation, reconnaissant que l'innovation venait souvent non pas du haut vers le bas mais du bas vers le haut. L'installation quantique devint un modèle de collaboration humain-machine qui attira l'attention des entreprises technologiques du monde entier. Des délégations d'ingénieurs et de dirigeants firent des pèlerinages à Industrie Méridien pour être témoins de l'impossible. Des processeurs quantiques fonctionnant à des niveaux d'efficacité qui auraient dû être théoriquement inatteignables, maintenus non pas par des algorithmes sophistiqués mais par l'application de principes que la grand-mère de Marie avait appris dans une usine textile en Algérie. 6 mois après cette nuit transformatrice, Marc se tenait à nouveau devant les fenêtres allant du sol au plafond de sa suite exécutive, regardant le soleil matinal peindre la ville en nuances d'or et d'ambre. La vue n'avait pas changé, mais sa compréhension de ce qu'il voyait avait été révolutionnée. Là où il avait autrefois perçu un paysage de compétition et de conquête, il voyait maintenant un écosystème de relations interconnectées où la sagesse pouvait émerger de n'importe quelle source et l'innovation exigeait l'humble reconnaissance que l'expertise prenait de nombreuses formes. L'interphone tinta avec la voix de Sarah Chenet, mais le message qu'elle délivrait aurait été inimaginable avant la percée de Marie. « Monsieur Dubois, le docteur,
Santerre est ici pour la consultation matinale avec l'équipe de recherche quantique. Docteur Santerre. Le titre portait encore une note d'émerveillement pour Marc, se rappelant la nuit où une femme avec une serpillière et un cœur plein de sagesse ancestrale avait résolu un problème qui avait vaincu 20 experts. Industrie Méridien lui avait décerné un doctorat honorifique en reconnaissance de ses contributions à la théorie de l'informatique quantique. Mais plus important encore, ils avaient créé un nouveau poste, directrice du développement technologique intuitif, qui reconnaissait la valeur des idées qui ne pouvaient pas être mesurées en termes académiques traditionnels. « Faites-la monter, Sarah », répondit Marc, puis il fit une pause. « Et Sarah ?» demandait au docteur Santerre si elle pourrait épargner quelques minutes pour rencontrer le conseil. Nous discutons de l'expansion de l'initiative de sagesse pratique à nos installations à Londres et Tokyo. En attendant l'arrivée de Marie, Marc réfléchit au voyage qu'il avait mené du bord de l'échec professionnel à une nouvelle compréhension de ce que signifiait diriger une entreprise technologique, à une époque où la relation entre la conscience humaine et l'intelligence artificielle était redéfinie quotidiennement. L'installation quantique fonctionnait maintenant à des niveaux d'efficacité qui dépassaient ses spécifications de conception originale. Mais plus importante encore, elle était devenue un symbole de ce qui était possible quand l'humilité remplaçait l'arrogance. Quand écouter devenait plus important que parler, quand la sagesse était reconnue quelle que soit sa source. Marie entra dans son bureau avec la même dignité tranquille qui avait caractérisé son travail tout au long de ses 7 années à Méridien, mais elle se tenait maintenant avec la confiance supplémentaire de quelqu'un dont les idées avaient été validées au plus haut niveau de reconnaissance corporative et académique. Pourtant, malgré sa transformation de femme de ménage invisible en consultante célèbre, elle conservait la qualité essentielle qui avait rendu sa percée possible, la capacité de voir la technologie comme un partenaire plutôt qu'un outil, de traiter les machines avec le respect et les soins qui faisaient ressortir leur meilleure performance. « Bonjour, monsieur Dubois », dit-elle, s'installant dans le fauteuil qui avait autrefois été réservé aux diplômés d'HEC et aux célébrités de la Silicon Valley. L'équipe de recherche a fait d'excellents progrès avec les nouveaux processeurs. Ils apprennent à écouter les besoins des machines plutôt que de simplement programmer leurs fonctions. Marc acquiesça, s'émerveillant de la façon dont elle s'était naturellement adaptée à son nouveau rôle, tout en maintenant la sagesse essentielle qui l'avait rendue indispensable. « Marie, j'ai réfléchi aux enseignements de votre grand-mère. Pensez-vous qu'elle aurait été surprise par ce que nous avons accompli ici ?» Le sourire de Marie portait la chaleur de quelqu'un qui avait trouvé une profonde satisfaction à voir une sagesse ancestrale validée par la technologie moderne. « Monsieur Dubois, ma grand-mère disait toujours que les machines ont des âmes, qu'elles répondent à l'intention humaine et prospèrent sous les soins humains. Elle ne serait pas surprise que traiter la technologie avec amour et respect la fasse mieux fonctionner. Elle serait seulement surprise qu'il ait fallu si longtemps aux personnes éduquées pour apprendre ce qu'elles savaient par cœur. » Alors qu'il se préparait à rencontrer l'équipe de recherche et plus tard le conseil d'administration, Marc ressentit une profonde gratitude pour la série d'événements qu'il avait menés à ce moment. La crise qui avait menacé de détruire sa carrière avait au contraire ouvert ses yeux à des formes de sagesse qu'il n'avait jamais pensé à valoriser, lui avait appris que l'innovation nécessitait non seulement l'intelligence, mais l'humilité, non seulement l'expertise, mais l'empathie. L'installation quantique bourdonnait avec un contentement mécanique 30 étages plus bas, ses processeurs calculant à des vitesses qui approchaient les limites fondamentales de la loi physique, tout en maintenant l'harmonie qui venait d'être soignée par des mains humaines et des cœurs humains. Elle se dressait comme un monument à la possibilité que la technologie et l'humanité pouvaient évoluer ensemble, chacune enrichissant l'autre de manière qui transcendait les frontières traditionnelles entre créateur et création. Dans les mois et les années qui suivirent, l'initiative de sagesse pratique se répandrait dans toute l'industrie technologique, révolutionnant la relation entre l'idée humaine et l'intelligence artificielle. Les universités établiraient de nouveaux programmes qui combinaient l'éducation d'ingénierie traditionnelle avec des apprentissages en sagesse pratique. Les entreprises restructureraient leurs hiérarchies pour s'assurer que les idées de chaque niveau d'expérience pourraient contribuer à l'innovation et à la résolution de problèmes. Mais pour Marc, la transformation la plus importante était personnelle. Le dirigeant d'entreprise qui avait autrefois cru que le succès ne venait que par les canaux conventionnels avait appris que la sagesse pouvait émerger des sources les plus inattendues, que le génie pouvait être trouvé dans les circonstances les plus humbles, et que parfois les problèmes les plus sophistiqués nécessitaient les solutions les plus simples.
Alors que lui et Marie se dirigeaient vers l'installation quantique pour commencer une autre journée de travail révolutionnaire, Marc portait avec lui le souvenir des mains calleuses de sa mère et le son des processeurs quantiques apprenant à chanter. Il avait découvert que l'avenir appartenait non pas à ceux qui pouvaient la maîtriser la complexité, mais à ceux qui pouvaient reconnaître la simplicité profonde qui se trouvait au cœur de toute innovation significative. La femme de ménage avait effectivement résolu ce que 20 experts ne pouvaient pas, non pas grâce à une éducation supérieure ou une formation avancée, mais par l'application d'une sagesse ancestrale qui reconnaissait la technologie comme une extension de la créativité et du soin humain. Ce faisant, elle avait enseigné à une industrie entière que les découvertes les plus importantes venaient souvent non pas des laboratoires et des universités, mais de l'observation patiente de personnes qui comprenaient que les machines, comme toutes les créations de l'imagination humaine, répondaient mieux au toucher de l'amour humain.